Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous jure, j'ai l'impression que ça fait genre des années que j'ai pas enregistré de podcast, alors que ça fait genre 10 jours, mais j'ai l'impression que ça fait des années. Du coup, je suis hyper contente en fait de vous retrouver tout simplement. Surtout pour l'épisode d'aujourd'hui, qui est l'épisode 55 et potentiellement 56, 57. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une foire aux questions. J'ai décidé de faire une foire aux questions parce que comme on est tous confinés chez nous et que je trouvais que ça manquait un peu de lien social, je me suis dit j'en profitais pour répondre à vos questions, pour qu'on discute un petit peu, pour si vous avez des interrogations, des questions plutôt même personnelles ou plutôt business, etc. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai envoyé à tous ma newsletter pour ceux qui sont inscrits et j'ai fait un post Instagram en disant je fais une petite foire aux questions. Et vous savez, la dernière fois que j'ai fait une FAQ, c'était au mois de septembre ou d'octobre je crois, octobre 2019. Donc potentiellement c'était il y a pas très longtemps et j'avais reçu une quinzaine de questions et c'était cool, j'ai fait mon petit épisode et puis voilà, on s'était arrêté là. Mais là, je sais pas si c'est le confinement ou si vous avez si vous êtes enjaillé quoi, si vous vous ennuyez ou quoi, mais j'ai reçu combien je suis ? J'ai reçu 78 questions. Et du coup, je suis bien embêtée parce que comme j'ai promis que je répondrais à tout le monde, j'ai pas le choix. Donc, ce qu'on va faire, pour pas d'avoir un épisode qui dure 6 heures, c'est que je vais découper cette FAQ en plusieurs parties. Alors, j'ai du mal à dire, maintenant que je commence à enregistrer, combien de parties il y aura au total, mais vous inquiétez pas, on fera des petits épisodes de 20-25 minutes, on va dire. Et puis, il y en aura autant qu'il faudra pour que je puisse répondre aux 78 questions que j'ai reçues. Et merci beaucoup. Vous vous êtes enjaillés de ouf parce que j'ai des questions drôles, j'ai des questions hyper sérieuses. Vous avez posé des questions hyper pertinentes et j'ai hâte d'y répondre, mais je sais qu'il y a des réponses qui vont prendre un petit peu de temps, quelques minutes. Donc, c'est pour ça que je vous dis tout de suite, il y aura plusieurs parties, plusieurs épisodes pour cette FAQ. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des questions. C'était trop cool, trop intéressant. Bon, et avant de plonger et de commencer à répondre à la première question, je vais quand même faire une petite dédicace. J'en ferai pas une au début de chaque partie, mais une pour toute cette FAQ, qui est une dédicace que j'ai reçue sur Instagram de la personne dont le pseudo c'est Comme Caro. Et Comme Caro, elle me dit sur Instagram, et ça m'a tellement touchée, j'ai trouvé ça trop mignon et trop génial comme commentaire, elle m'a dit une bouffée de fraîcheur, un professionnalisme impeccable et la petite note d'humour qui prouve que tu es humaine, car tout ce que tu fais est digne d'un robot multifonction. Et là ça m'a fait rire parce que j'ai l'impression d'être un Thermomix quand elle me disait ça. Je te dis bravo, merci. Donc merci à toi Comme Caro pour ton retour, pour ton commentaire. Et c'est vrai que même si j'ai tendance à lire beaucoup et à faire des dédicaces sur les commentaires que je reçois sur les plateformes de podcast, je lis aussi, je réponds à tout le monde sur Instagram et quand c'est pertinent, je n'hésite pas à faire une dédicace via Instagram aussi. Donc de votre côté, si vous savez pas quoi faire, que vous vous ennuyez beaucoup, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast. Ça m'aide énormément à me faire connaître. Vous savez que c'est un peu mon objectif 2020 de faire connaître mon podcast. Donc, un petit 5 étoiles, un petit commentaire et vous êtes au taquet, vous êtes au top et je vous dis merci d'avance. Bon, allez, on commence notre FAQ. J'espère que vous êtes bien assis ou bien emmitouflés, bien confinés. La première question que je reçois beaucoup... Alors, oui, j'ai reçu des questions de beaucoup de personnes, mais il y en a certaines qui m'ont demandé de rester anonyme, il y en a qui pas forcément. Donc en fait, j'ai décidé de faire des questions anonymes pour tout le monde. Je suis désolée de ne pas citer votre prénom à chaque fois, mais c'est vrai que du coup, plutôt que noter qui voulait être anonyme, qui voulait pas l'être, je me suis dit, toutes les questions sont anonymes. Comme ça, il n'y a pas de gaffe possible, c'est sûr que je ne vais pas gaffer. Donc la première question qu'on me pose, c'est quelle école de coaching est-ce que je fais et est-ce que j'en ai à recommander ? Alors, vous avez remarqué à quel point j'ai toujours « alors ». J'ai remarqué ça, c'est affreux, mais c'est pas grave. Alors, bon, allez, concentre-toi, Aline, sinon ça va pas le faire. Quelle école de coaching je fais ? Je fais une école de coaching d'affaires qui s'appelle Coaching de Gestion, qui est une école québécoise qui propose, en plus de son parcours physique avec des classes, qui propose aussi des formations en ligne. C'est-à-dire que j'ai une classe, c'est exactement comme à l'école, j'ai une classe que je retrouve 2 fois par semaine, etc. Mais on est tous en ligne sur le logiciel Zoom, qui est un peu comme Skype, et on fait les cours comme ça, et on s'entraîne, on se coach entre nous comme ça.
Est-ce que j'ai des écoles à recommander? Bah écoute, celle-ci est bien. Celle-ci, moi, je l'ai choisie parce que c'est une école de coaching d'affaires. C'est-à-dire que c'est une école de coaching, mais appliquée au monde de l'entreprise. Donc, ça peut être au monde des grosses entreprises, des petites entreprises, des entrepreneurs, etc. C'est vrai que tout ce qu'on voit, on se concentre sur le domaine professionnel. Et c'est ça que moi, je recherchais. C'est ça que je n'ai pas trouvé dans les écoles françaises où quand tu veux une école de coaching, c'est plus large et c'est pas forcément uniquement centré sur le milieu de l'entreprise. Et moi, je n'avais pas envie de, même si c'est très similaire, mais j'avais pas envie de faire du coaching de vie et du coaching de développement personnel centré autour de l'individu, etc. Même si, encore une fois, il y a beaucoup de similitudes. Est-ce que j'en ai recommandé, du coup? Oui, celle-ci. Sinon, j'ai énormément de très, très, très bons retours en France. C'était une école aussi que j'avais envie de faire, mais ils m'ont un peu jetée parce que je remplissais pas les critères d'intégration de l'école. En fait, c'est le CIC à Paris, le Centre international du coaching à Paris. J'ai de très très bons retours dessus. En plus d'être une école certifiante, c'est une école qui a une reconnaissance RNCP niveau 2 ou 1, je sais plus, mais en gros c'est l'équivalent d'un master. Donc ça c'est plutôt cool. Et sinon il y a l'Institut Paul Pironnet en PNL qui a aussi une très très bonne réputation auquel je fais entièrement confiance. Deuxième question, mais donc on n'est pas rendu à la 78e. Deuxième question, au niveau technique, est-ce que tu as tout créé toute seule et mis en ligne, c'est-à-dire logo, site internet, newsletter? Oui, alors oui, moi j'adore la technique, j'adore le digital, j'adore faire les choses moi-même. Donc j'ai fait mon site internet, j'ai fait ma newsletter, j'ai fait mon logo. En fait, j'ai fait mon premier jet de logo. Le deuxième jet de logo, ce qui est celui que vous connaissez actuellement, qui est un B avec des petits points, qui est des petits trucs qui pétillent derrière, c'est une graphiste qui me l'a fait parce que quand je suis passée sur le coaching à temps plein, je voulais vraiment quelque chose de plus professionnel. Et là, j'ai décidé de faire appel à une personne dont la spécialité, c'est effectivement la création d'identités visuelles pour les marques, etc. Et elle a fait un logo que je n'aurais jamais pu faire toute seule. Mais oui, à la base, c'est moi qui ai tout fait et j'adore la technique. Donc voilà, ça me semble important de le préciser. Troisième question. Si tu n'avais que 2 heures par jour à consacrer à ton activité, parce qu'apparemment c'est l'activité secondaire de cette personne, quels seraient les 3 essentiels pour développer un business? Eh ben écoute, je pense que c'est les mêmes essentiels, sauf que tu les condenses un petit peu plus. Je pense que l'essentiel numéro 1, étude du client idéal. Pour moi, ça c'est incompressible. Il faut absolument pas passer là-dessus. Donc, client idéal. Ensuite, construction d'une offre adaptée à ton client idéal. Et ensuite, communication. Donc ça, c'est ça mes 3 essentiels. Si je devais y passer que 2 heures par jour, sachant que le client idéal, on le fait une fois. Puis ensuite, même s'il faut rester à jour, c'est pas un exercice qu'il faut faire toutes les semaines. 4e question. Sur quoi as-tu basé tes revenus? Uniquement la vente de formation ou est-ce que le coaching représente une grosse part de ton entrée d'argent? Avec un petit ratio pour qu'on puisse se situer. Voilà, c'est précis. Alors non, moi c'est le coaching qui est le centre de mes revenus. Honnêtement, mes formations, quand je les sors, j'en vends, mais le reste du temps, comme je n'en parle pas énormément, j'en vends un petit peu dans le mois, mais c'est pas du tout le gros centre de mon business. Mon chiffre d'affaires principal, on va dire à 80-90%, c'est mon coaching individuel et mon coaching de groupe. Et le reste, c'est des formations. 5e question. Est-ce que tu utilises la stratégie des big lancements, des gros lancements? Vers quoi est-ce que tu m'orienterais pour ma première formation? Je ne suis pas connue, je n'ai pas de réseau ciblé ni de clients potentiels. Alors non, jusqu'ici, je n'ai jamais utilisé de gros lancements, tout simplement parce que je ne savais pas faire, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis contentée, dès que je crée une formation, d'envoyer des mails, d'en parler sur les réseaux sociaux. Et juste le dernier lancement, j'avais fait bêta-tester la formation à quelques collègues qui avaient une belle audience et une belle communauté pour qu'elles puissent en parler de leur côté aussi de manière affiliée. Mais vraiment, j'ai jamais fait de gros lancements de ma vie. J'en prévois un cette année pour le mois de septembre, mais ça va être la première fois que je vais mettre les orteils là-dedans. Ensuite, pour vendre ta formation, si tu n'as pour l'instant pas vraiment de réseau ciblé ni de clients potentiels, ça va être déjà de construire cette communauté dans un premier temps. Je pense que c'est important. À titre d'exemple, t'as pas besoin de beaucoup. Moi, ma première formation et ma formation Pinterest, je l'ai vendue 3 mois après la création de mon business. Donc, j'ai construit une audience pendant 3 mois et au bout de 3 mois, j'ai vendu. En 3 mois, j'étais à 1500 abonnés sur Instagram à peu près, 0 partout ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc, on n'était pas sur une méga audience non plus. Mais ça s'est quand même vendu. Bon, j'en ai pas vendu des centaines, mais ça s'est quand même bien vendu. J'étais contente, etc. Donc, effectivement,
première étape, construire ton audience et construire ta liste email pour être sûr que le jour où tu sors ta formation, ça ne fasse pas un flop. Si tu as envie de la sortir tout de suite et que tu n'as pas d'audience, l'alternative que je vois, c'est la publicité. Faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais après, ça, c'est encore une fois, c'est l'alternative que je vois, mais je ne l'ai jamais fait, donc je ne peux pas te dire exactement comment mettre en place, ni si effectivement ça va cartonner ou pas. Après, moi, très personnellement, mais ça me concerne juste moi, je suis contre le fait de faire de la publicité pour un produit que tu n'as pas déjà vendu de manière naturelle à ton audience, tout simplement parce que tu ne sais pas si c'est un produit qui plaît, tu ne sais pas si c'est un produit qui est adapté, tu ne sais pas si ton produit il est top. Et si moi un jour, et je vais le faire, si j'utilise la publicité dans mon business, c'est pour le faire autour d'un produit ou d'une offre que j'ai déjà testé plein de fois, que je connais par cœur, je connais les freins de mes clients, je connais là où ça bloque pas, je connais le process, je sais parler de mon produit, j'ai eu des témoignages, j'ai eu des retours autour de ça, et là je peux lancer de la pub parce que je maîtrise le truc sur le bout des doigts. Lancer de la pub sur un truc où t'as jamais encore eu de retour, où tu sais pas si ça va marcher ou pas, ça me paraît plus risqué. Je dis pas que ça va pas marcher, je dis que ça me paraît plus risqué. Ensuite, 6e question, utilises-tu un communiqué de presse pour contacter n'importe quel média ? Non, absolument pas. Je ne sais même pas construire un communiqué de presse. Déjà, de base, je ne contacte pas vraiment de moi-même des médias. Généralement, c'est plutôt les rares qui viennent à moi, ils viennent à moi naturellement. Mais j'ai commencé à en contacter récemment et ce que je fais, c'est qu'en fait, je les contacte directement sur Instagram avec mon compte Instagram parce que c'est là où j'ai la plus grosse communauté, donc c'est là où potentiellement ils vont entre guillemets me prendre un peu plus au sérieux. Et je leur envoie juste un petit message en me disant j'adore ton travail, j'aimerais beaucoup qu'on collabore ensemble, est-ce qu'on peut en discuter ? Voilà, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un truc ensemble. Mais alors jamais de ma vie, j'ai envoyé un communiqué de presse. Encore une fois, je ne sais même pas ce qu'il faut mettre dedans. Donc ça me paraît quelque chose de peut-être un peu plus du côté des influenceuses peut-être. Je sais pas. Je suis désolée, je peux pas répondre à cette question. 7e question. Comment garder sa productivité et sa créativité quand nous sommes un petit peu déstabilisés par la présence en permanence de son conjoint en période de confinement ? Effectivement. Ah oui, il y a des questions sur le confinement aussi que j'ai reçues. Alors, comment est-ce qu'on garde sa productivité et sa créativité en confinement ? Ce que j'ai choisi de faire, de mon côté, c'est de continuer à vivre le plus normalement possible. Alors évidemment, on peut pas vivre comme si de rien n'était, mais le plus normalement possible, et de continuer mes routines. C'est-à-dire que je continue à me lever à la même heure, je continue à me maquiller le matin, je continue à m'habiller, je continue à m'épiler, je continue à faire ma vie presque comme si de rien n'était, parce que je considère que dans des périodes très instables comme celle qu'on traverse en ce moment, c'est en s'ancrant dans nos routines habituelles qu'on arrive à rester zen, qu'on arrive à rester serein et qu'on va pouvoir traverser cette période de la manière la plus facile en fait, le plus facilement possible. Alors que si on commence à bousculer toutes ces habitudes, et encore une fois, j'ai conscience que pour moi, le confinement change pas grand-chose parce que j'avais déjà un rythme de vie, mon business est entièrement en ligne. Bref, du coup, ça s'est très bien adapté. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des enfants, qui ont le conjoint à la maison alors que c'est pas habituel et ça demande beaucoup de modifications, beaucoup d'ajustements, beaucoup de changements dans votre quotidien. Voilà, ça je le sais, mais j'essaierai de garder mes routines déjà habituelles pour pouvoir m'ancrer dedans et pour que mon cerveau continue à être productif et continue à être créatif parce qu'il se rend compte qu'il se passe des trucs normaux. Parce que ton cerveau, si tout a changé du jour au lendemain, c'est normal qu'il soit plus en mode survie et ajustement qu'en mode créativité, productivité habituelle, parce que tu lui demandes d'intervenir sur de la nouveauté H24. Donc ça, c'est la première chose. S'ancrer dans des routines. Ensuite, moi, je mettrais carrément ton conjoint à disposition. C'est-à-dire que... Enfin, à disposition, à contribution. C'est-à-dire que déjà, je sais pas si tu as des enfants, mais déjà, si tu as besoin de travailler 2 heures par jour, tu fais une réunion de crise autour de la table à manger et tu dis, écoute, voilà moi mes besoins. Mes besoins, c'est de travailler 2 heures de 10h à midi le matin et 2 heures de 14h à 16h l'après-midi. Pendant ce temps-là, tu t'occupes des gosses. Et le reste du temps, c'est toi qui bosses et je m'occupe des gosses. On se répartit la tâche des repas. Et vraiment, c'est en fait de dire clairement ce dont tu as besoin et de fixer des horaires sur lesquels tu as besoin de travailler sans être dérangé. Et franchement, si on le verbalise de manière simple, factuelle, il n'y a pas de raison que ton conjoint il te refuse ça du tout. Tu vois, j'imagine que lui, il est peut-être aussi en télétravail, etc. Mais en fait, je me rends compte, et j'en avais parlé dans un live Instagram avec Dorian Baker la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on a tendance à attendre que notre conjoint devine, que notre conjoint se doute, que notre conjoint comprenne nos petites... insinuations et nos suggestions, alors que pas du tout. Il faut verbaliser clairement et lui dire voilà ce dont j'ai besoin, comment est-ce qu'on peut s'organiser.
Et il n'y a pas de raison que ça passe pas. Alors peut-être que tu travailleras peut-être un petit peu moins que d'habitude, mais encore une fois, je préfère que tu travailles 3 heures par jour au lieu de 6, mais que tu travailles 3 heures par jour pendant nos 6 semaines de confinement, parce qu'on est bien parti pour faire 6 semaines, plutôt que tout parte comment c'est quoi l'expression, à l'eau de veau ou à valo, je sais plus. Mais bref, tout part en pendant 6 semaines. Alors, 8e question. Pourquoi Allez, drôle celle-là. En fait, je les ai notées, mais je les ai pas relues. Donc, je les note dans l'ordre où je les ai reçues. Pourquoi, à côté des images à épingler sur ton blog, il y a une parenthèse, une image et une parenthèse sauve un chaton? Oui, bon, bah ça, c'est un petit clin d'œil et c'est mon humour pourri qui dit juste... En fait, pour ceux qui ne situent pas la chose, sur mon article de blog, sur tous les articles de blog que je poste, vous avez une image à épingler pour sauvegarder l'article sur Pinterest. Puis à côté, j'ai fait un petit graphique, un petit encadré où c'est marqué « Épingle cette image pour la sauvegarder », entre parenthèses, et « sauve un chaton ». Alors, je vous rassure, je ne torture pas des chatons que je sauve dès que vous épinglez une image, mais effectivement, c'est ma manière pour moi de faire un petit clin d'œil en me disant c'est une bonne manière de m'encourager, c'est une bonne manière de faire un petit geste pour moi que d'épingler mes articles sur votre Pinterest. Déjà pour vous les lire plus tard, et puis pour moi ça me permet de me faire connaître aussi. Donc c'est juste de l'humour. Peut-être pas très drôle, mais juste de l'humour. 9e question. Combien d'heures travailles-tu par semaine? C'est dur de répondre à cette question. C'est pas facile. Je vais faire une moyenne parce qu'en fait ça dépend des jours. Et après ça dépend... des périodes. Il y a des périodes où je peux travailler beaucoup, des périodes où je vais pas travailler beaucoup parce que j'aurai pas la motivation. Je dirais je dois travailler en moyenne 7 heures par jour. 7 bonnes heures, mais quand je dis 7 heures, c'est pas 7 heures avec la pause déj au milieu, quoi. C'est vraiment 7 heures de boulot. 10e question. Comment as-tu prévu de faire évoluer ton business le jour où tu auras peut-être moins de temps? Alors ça, c'est un peu une colle pour moi. Parce que je n'envisage pas pour le moment d'avoir moins de temps un jour pour mon business. Il faut savoir que mon business, c'est ma priorité en fait. Et je pense que ça le sera toujours. Parce que quand j'analyse mes propres valeurs, mon business passe avant tout. C'est triste à dire, mais je vais être extrêmement honnête avec vous. Le travail dans ma vie, c'est ma valeur numéro 1. Ça passe avant la famille, ça passe avant la santé, ça passe avant mes amis, ça passe avant tout le reste. Mais c'est parce que je suis comme ça, c'est ma personnalité. Et ma famille le sait, et tout le monde le sait, il n'y a pas de souci, ça ne veut pas dire que j'aime pas ma famille, que j'aime pas mes amis, mais pour moi le travail, c'est une valeur qui est supérieure à ça. Du coup, je n'imagine pas un jour avoir moins le temps. Après, ce que je devine dans ta question, c'est si un jour j'ai un conjoint, et si un jour j'ai des enfants, comment je vais faire évoluer mon business? Je pense simplement que je continuerai à faire tout pareil, mais je délèguerai beaucoup. Donc je délèguerai beaucoup mon business à une équipe, mais je délèguerai aussi beaucoup mon rôle de maman au papa et peut-être à des personnes extérieures. Encore une fois, ça j'en sais rien du tout parce que c'est quelque chose de très lointain pour moi. Très hypothétique aussi, si je dois être honnête. Alors, 11e question, en combien de temps est-ce que tu as réussi à gagner bien, entre parenthèses, mais genre bien, ta vie grâce à The Bee Boost? Alors, je dirais au bout d'un an. Ouais, je dirais au bout d'un an. Sachant que la première année, j'étais à mi-temps sur Bee Boost, c'est même pas mi-temps en fait, parce que j'étais freelance à temps plein à côté, et que Bee Boost, c'était uniquement les week-ends, le soir, le matin. À la base, vous connaissez l'histoire, à la base, c'était un loisir pour moi, c'était un blog que je n'avais jamais envisagé de monétiser. Donc pendant un an, j'ai vendu des petites formations, etc. Et en fait, quand je suis passée à temps plein sur The Bee Boost, au mois de septembre 2019, et bien là, tout de suite, dès le premier mois, j'en ai bien vécu, c'est-à-dire que dès mon premier mois, j'ai fait un premier mois à 5 000 € de chiffre d'affaires, parce que j'avais cette année de préparation. Donc, pour répondre à ta question, je dirais un an sur lequel j'ai bossé sur mon projet en temps partiel, les week-ends, les soirs, etc. Et ensuite, dès que j'y suis passée à temps plein, dès le premier mois, j'en ai bien vécu, si on peut mettre la définition de bien vécu à l'échelle de 5 000 € de chiffre d'affaires. Ensuite, 12e question. Quelle est la qualité qui, selon toi, ne doit pas faire défaut à un entrepreneur? Waouh, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup. Je pense que la qualité principale pour être entrepreneur, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. Hein. Si aujourd'hui, vous avez peur de l'échec, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut travailler. Mais voilà, ne pas avoir peur de l'échec parce que l'entrepreneuriat, par définition,
c'est la voie royale pavée d'échecs, en fait. C'est le truc dans ta vie que tu vas faire où tu vas échouer tout le temps, plein de fois, mais que c'est pas grave et que tant que t'abandonnes pas, tout va bien se passer. Mais effectivement, si t'arrives avec une grosse peur bleue de l'échec, tu risques d'avoir beaucoup, beaucoup de mal à avancer et à évoluer de manière efficace. 13e question. As-tu des retours négatifs sur les réseaux sociaux dus à ton exposition et comment les gères-tu ? Est-ce que cela te pèse au point d'avoir pensé à arrêter ? Arrêter entre parenthèses l'exposition sur les réseaux sociaux et bien sûr pas sur ton business. Alors oui, j'ai déjà eu des retours négatifs, j'ai déjà eu des retours un peu très agressifs. Ça ne m'a jamais atteint au point de me dire j'arrête. En fait, quand je reçois des commentaires négatifs, alors j'en ai vraiment pas reçu beaucoup, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Simplement, il y a un truc très drôle, c'est que dès que j'ai passé, c'est bête, hein, mais dès que j'ai passé la barre des 10 000 abonnés sur Instagram, c'est là que j'ai commencé à recevoir mes premiers avis négatifs et depuis j'en ai de temps en temps. Alors qu'avant j'en avais mais genre quasiment jamais. Donc je sais pas si moi dans ma tête il y a un truc qui a vrillé quand j'ai passé les 10K et que il y a un truc qui a changé inconsciemment dans ma manière de communiquer qui fait que j'ai plus d'avis négatifs qu'avant ou c'est juste l'exposition. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que quand je reçois un avis négatif, comment je réagis ? Sur le moment, ça me fait chier. Je vais pas vous mentir, ça me fait super chier. Je le prends mal, je m'énerve dans ma tête, je commence à inventer 50 milliards de réponses dans ma tête, je commence à m'exciter toute seule, à vouloir pas aller frapper la personne, mais voilà, quoi, j'ai envie d'aller m'embrouiller avec elle, tu vois. Sauf que évidemment, je le fais pas parce qu'il faut pas le faire, c'est pas comme ça qu'on réagit. Donc, je laisse toujours reposer 24 heures minimum avant de répondre. Parce que moi, je me connais, je pars au quart de tour, mais quand j'attends 24 heures, j'arrive à répondre à tête reposée. Donc, j'attends minimum 24 heures et je réponds gentiment à la personne. Et généralement, après, la discussion, généralement, c'est des discussions de sourds, quoi. La personne, une fois qu'elle s'est énervée contre toi, elle va pas changer d'avis. Mais je réponds toujours bien et jamais ça me pèse pendant ces 24 heures, mais après, une fois que j'ai répondu, j'arrête, quoi. J'arrête, je laisse tomber. Et jamais je me suis dit, je vais arrêter de poster sur les réseaux sociaux, de m'exposer sur les réseaux sociaux à cause de 3 pauvres commentaires négatifs que j'ai reçus. Alors là, absolument pas. Et je pense que même si personne ne me kiffait, ce serait peut-être plus dur à vivre au quotidien, mais je pense que je continuerai à faire ce que je fais quand même. Parce que j'ai confiance en ce que je fais. Je sais que ça sert à des gens. 14e question. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton business, mais genre en vrai ? Ah oui, parce qu'il y a du faux et du vrai. Alors, j'adore créer du contenu. J'adore créer des formations, j'adore créer des podcasts, des vidéos, écrire mes articles de blog, etc. Et j'adore interagir avec vous, répondre à vos questions sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Voilà, ça c'est les 2 trucs. Moi, si je pouvais faire que ça de toute ma vie, je serais la plus heureuse. Ah oui, si. Et le 3e truc, c'est j'adore parler sur scène. Même si ma première fois, j'étais terrorisée, j'ai failli me vomir dessus 4 fois, c'est quelque chose vraiment que je cherche à développer et que je vais développer pour les mois à venir, même si, comme on est en confinement, j'ai plein de trucs qui ont été annulés, malheureusement. Mais voilà. Les 3 trucs que j'adore, création de contenu, interagir avec l'audience et parler sur scène. Quand je dis sur scène, c'est conférences ou ça peut même être des petits ateliers, des petits workshops. Et question suivante de la même personne du coup, qu'est-ce qui te saoule le plus ? Et tu as le droit de dire les abonnés relous. Mais non, j'ai même pas d'abonnés relous. Franchement, j'ai pas d'abonnés relous, vous êtes tous parfaits. Il y a des gens qui sont un peu contents et des gens un peu frustrés, mais un peu pas contents et des frustrés, mais ça c'est pas grave, en fait ça me gêne même pas. Ce qui me saoule le plus dans mon business, franchement c'est dur à faire, à répondre. En fait, ce qui me saoule, mais c'est même pas votre faute, c'est la mienne. Ce qui me saoule, c'est que moi, j'aime bien avoir une boîte mail toute vide et que des fois, je reçois tellement de mails et des mails qui nécessitent genre 20 minutes ou 30 minutes pour répondre parce que c'est des questions très spécifiques qu'en fait, des fois, j'attends jusqu'à 1 semaine pour répondre parce que j'ai pas le temps. Et c'est vrai que ça me saoule de voir une boîte mail ultra remplie, ça me décourage de me dire putain, j'en ai pour 8 heures de boulot à traiter tous les mails qu'il y a là-dedans. Mais ça, c'est mon organisation à moi qui est pas au carré là-dessus, c'est pas du tout votre faute et vous êtes bien sûr encouragés à m'envoyer toutes vos questions par mail. Donc voilà, ce qui me saoule le plus, c'est de prendre du retard dans les réponses que je vous fais. 16e question. Quelle plateforme choisir pour son site internet ? Alors, il y a plein d'options, c'est vrai. Je vais vous dire, moi, mes recommandations. Ça veut pas dire que les autres plateformes sont nulles, mais c'est les plateformes que moi, je connais et que je recommande. Évidemment, WordPress.org, c'est la plateforme que tout le monde utilise. C'est la plateforme la plus
une des plus simples tout en étant une des plus flexibles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire absolument ce que vous voulez, le personnaliser le truc comme vous voulez, etc. Mais c'est vrai que ça demande un petit peu d'aimer la technique et d'aimer soit d'être formé sur WordPress.org, soit de vouloir, de ne pas être contre l'idée de le faire. Si on n'a pas envie ou si on ne se sent pas à l'aise avec autant de flexibilité, moi je recommande toujours Squarespace, qui est une plateforme en anglais mais qui est hyper bien faite, hyper intuitive, hyper optimisée, etc. Sinon, des plateformes comme, pour ceux qui détestent vraiment la technique, comme Format et Wix, ça c'est très bien aussi. On a beaucoup pendant très longtemps critiqué Wix. Moi, la première, parce qu'il y avait des gros problèmes de référencement naturel, car leur code était super mal foutu. C'est un problème qu'ils ont résolu depuis. Donc aujourd'hui, Wix est redevenu une option fiable et une option tout à fait sérieuse quand on veut construire son site internet. Je ne connais pas les autres plateformes, donc je ne peux pas en parler. Il y en a sûrement d'autres qui sont très bien que vous utilisez. Mais pour ma part, je préfère vous parler uniquement de ce que je connais et de ce que je maîtrise. Question numéro 18. Comment agrandir une liste de contacts email qualifiés? Donc j'imagine la question c'est avec des emails qualifiés. Alors, tout simplement, c'est très simple. C'est très simple mais il faut le faire. C'est simple mais chronophage. Pour construire et faire grandir une liste de contacts email, il faut avoir des formulaires sur son site internet déjà pour collecter les adresses email. Il faut proposer un cadeau gratuit en téléchargement pour donner envie aux gens de recevoir vos mails, etc. et de s'inscrire, parce que juste mettre « rejoignez ma newsletter », ça fait fuir les gens. Personne ne veut d'une newsletter supplémentaire dans sa boîte aux lettres, ça fait chier tout le monde. Donc, à vous de proposer un cadeau gratuit en téléchargement et ensuite, en envoyant des newsletters, montrer à quel point vos newsletters sont top pour que la personne se dise « enfin une newsletter intéressante ». Donc, proposer un cadeau gratuit, le mettre de partout, sur vos réseaux sociaux, dans les biographies, dans chaque contenu que vous créez, vous en parlez, dans chaque article de blog, chaque podcast, chaque vidéo, etc. Et ensuite, nourrir cette liste email en envoyant des newsletters. Franchement, si vous arrivez à le faire tous les 15 jours, c'est bien, toutes les semaines, c'est parfait. Tous les mois, pourquoi pas, à condition d'avoir un vrai concept autour. Commencez pas à envoyer un mail tous les 36 du mois parce que là, on va pas s'en sortir et les gens vont vous oublier. Et du coup, dès que vous allez relancer un mail pour vendre, ils sauront même plus qui vous êtes et vous supprimeront direct sans même chercher à comprendre ce qui se passe. Donc, récolter des adresses mail, c'est mettre des formulaires de partout, proposer un cadeau gratuit comme un petit appât, comme si on était à la pêche, et ensuite nourrir cette liste email en envoyant régulièrement des newsletters. Je vous mettrai en lien de la description de ce podcast les 3 articles que j'ai rédigés qui couvrent ces 3 aspects-là, justement de la construction email. Comme ça, vous pouvez aller creuser. J'ai un article où je vous donne des idées de newsletter, j'ai un article où je vous donne plein d'idées de bonus gratuits à offrir en téléchargement. Enfin voilà, vous n'êtes pas tout seul, il y a plein de trucs à faire. Ensuite, question 19. Je travaille actuellement sur la révision de mon business model. Que penses-tu des programmes de membership des abonnements à différents niveaux, du genre basique à premium? Alors, donc les memberships, pour ceux qui ne resituent pas, tout ce qu'on dit membership, ça veut dire abonnement. Par exemple, votre abonnement Netflix, c'est un membership, c'est-à-dire que vous payez un abonnement tous les mois pour avoir accès à une bibliothèque de contenu qui est régulièrement mise à jour. Donc c'est ça un membership, c'est quand vous avez un business model où vos clients vous payent un abonnement tous les mois pour avoir accès à un contenu X ou Y. Je pense que c'est un très très bon business model, c'est quelque chose qui explose actuellement outre-Atlantique, du côté de nos amis américains. Donc du coup, on peut s'attendre à ce qu'en France, d'ici 2-3 ans, voire même à partir de maintenant d'ailleurs, c'est que ce soit un business model qui explose. L'avantage, c'est que vraiment, ça vous donne des revenus plus ou moins stables. Parce que quand vous avez X nombre, on va dire 100 personnes dans votre membership à 60 € par mois, eh ben, vous avez un chiffre d'affaires de 6 000 € par mois qui tombe de manière plus ou moins stable chaque mois sur votre compte bancaire. En fait, vous n'êtes pas à commencer chaque mois et à vous dire qu'est-ce qui va tomber d'ici la fin du mois et pas savoir ce qui va se passer le mois d'après. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez stable pour ceux qui cherchent une sécurité dans leurs revenus. C'est quelque chose de facile. C'est quelque chose, généralement, en plus, c'est des petits prix. C'est très rare de voir des memberships à 300 € par mois, même si j'en connais. Je sais que celui de Amy Porterfield est à 300 € par mois, enfin 300 $. Mais généralement, on est plus sur des petits prix, entre de 10 à 60, enfin moins de 100 € par mois. Donc ça reste accessible pour votre audience. Vous pouvez proposer ça à des audiences qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers. Par exemple, moi en business, un membership, ça me permettrait de proposer quelque chose
à des personnes qui débutent et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent à investir, qui ne peuvent pas investir 2000 € dans un coaching, etc. Donc, je pense que c'est un très bon business model et le fait de proposer différents niveaux d'abonnement, basique, premium, on voit ça des fois, diamant, platinum, je sais pas quoi, c'est aussi une bonne idée parce que ça donne des portes d'entrée différentes et ça propose... Voilà, l'idée c'est de dire, il y a un abonnement de base qui est le même pour tous, mais quand on paye un peu plus par mois, on a accès à des trucs supplémentaires. Ça peut être des lives avec le créateur supplémentaire, accès à un groupe WhatsApp, enfin ça va être plein de choses. Moi je suis pour avoir plusieurs portes d'entrée. Donc très bonne idée. Très bonne idée, très bon business model et j'espère que... Enfin, je suis contente qu'on me pose cette question. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas encore assez en francophonie du business model du membership. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace et je mettrai son lien aussi dans la description. J'ai ma copine Valentine de Prêt à Poster qui a un membership et qui surtout se spécialise dans le membership, dans enseigner comment construire un membership. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai son lien de ses réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, je sais qu'elle prépare une formation sur le membership qui sera, je crois, la première formation française sur le sujet, enfin francophone sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller voir de son côté si c'est un business model qui vous intéresse. Super, et 20e question, et je pense qu'après ça va clôturer notre partie 1. Ça me va de faire genre 3 fois 20, tu vois. Avec le contexte actuel, donc contexte de confinement, parce que j'enregistre aujourd'hui, on est le 26 mars, je crois. Attends, je regarde. Le 27 mars, pardon, donc on a un plein confinement. Donc avec le contexte actuel, j'imagine qu'il y aura une assez grosse crise économique derrière. Je suis en train de bosser intensivement sur mon projet de business en ligne et je me demande si suite à tout ça, les gens vont quand même pouvoir investir sur eux-mêmes. Ce projet me tient énormément à cœur et je vais le lancer, mais je me dis, est-ce que je vais pouvoir trouver des clients ? C'est une question que je reçois beaucoup en ce moment de la part de mes coachés, de la part de vous sur les réseaux sociaux. C'est qu'est-ce qui va se passer après d'un point de vue économique et quelles sont les répercussions sur nous, les petits business, surtout des business où on ne vend pas du papier toilette. Évidemment, je ne suis pas économiste, je suis encore moins voyante. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui va se passer après et comment les gens vont réagir. Ce que j'observe aujourd'hui, donc on est quasiment à 15 jours du confinement, c'est que il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été mises par l'État. Oui, il y aura une crise économique derrière, c'est sûr. Je ne pense pas que ce sera une crise économique dont on ne se relèvera jamais. Je pense que ça va être un gros coup de pied dans la fourmilière qui va nous obliger à revoir beaucoup de choses sur notre manière de fonctionner, sur le travail de manière générale, tout spécialement la manière de travailler en salarié, etc. Mais je ne pense pas que ça voudra dire que les petits business ne vont plus jamais trouver de clients. Ce que j'observe moi actuellement, c'est que j'ai une croissance. J'ai plus de demandes d'accompagnement en coaching que d'habitude parce que les gens se rendent compte de la nécessité de trouver des alternatives financières, des alternatives d'organisation, des alternatives dans la manière de travailler leur business pour s'adapter à ce genre de crise. Donc, en fonction de ton business, je ne connais pas ton business, mais en fonction de ton business, je pense vraiment qu'il y a soit des opportunités, soit une croissance de la demande, mais je pense que si tu adaptes ton discours, tu devrais pouvoir trouver des clients quoi qu'il arrive, sachant qu'en plus, évidemment, il y a des conséquences économiques très graves pour beaucoup de gens, mais les salariés sont quand même assez choyés dans cette crise, avec le chômage partiel, avec les aides, avec tout ce qui est mis en place pour eux. Les gens ne vont pas ressortir de cette crise pauvres comme ils sont ressortis de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc, avec une bonne communication, tu arriveras à trouver des clients. C'était ma conclusion. Encore une fois, je mets des grosses parenthèses parce qu'évidemment, je ne suis pas devin. On n'est qu'au 14e jour du confinement. Il peut encore se passer, mais tout et n'importe quoi. Avec la température de ce que je ressens aujourd'hui, de ce que j'observe, de ce que j'entends, c'est ma manière de voir les choses. Ok les amis, et du coup, sur cette question hyper sérieuse, mais très intéressante, qui était la 20e question. Je clôture cette première partie de podcast qui fait du coup 35 minutes, excusez-moi. De toute façon, moi je respecte jamais les temps que je dis. Faut jamais m'écouter quand j'annonce un temps parce que jamais il est respecté. Donc, je clôture cette première partie et je vous dis à très vite dans le prochain épisode pour la prochaine partie de cette FAQ. Ciao! Ah oui, et abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous, mettez une note, un commentaire. Ciao, merci, bisous, bye!